Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir Routel Krief. Merci de nous recevoir dans votre quartier général. Vous êtes candidat donc à la primaire de la gauche. Vous êtes arrivé en tête au premier tour. Le deuxième tour c'est dimanche et le débat c'est demain. Vous allez être face à Manuel Valls. Vous êtes un peu plus jeune que lui. Vous avez été rocardien comme lui. Vous vous en souvenez de cette période? Très bien, très bien. C'était une période assez heureuse, un militantisme assez joyeux. C'est le souvenir que j'en ai. D'abord parce que nous étions collectivement portés par une figure d'une grande densité intellectuelle qui portait nos espoirs parce qu'il me semblait réconcilier à la fois éthique de conviction et une certaine authenticité de la gauche. Et il y avait alors on était différents. Vous vous souvenez de Manuel Valls à l'époque? Oui, je me souviens, je l'ai vu la première fois aux Arcs, où on tenait nos universités d'été des jeunes rocardiens. Bon, je ne le connaissais pas, on avait dû se saluer. Qu'est-ce que ça vous fait, alors, après avoir été son ministre, après l'avoir aidé à accéder à Matignon, vous vous retrouvez face à face avec lui demain soir, dans un match quand même? Je crois que c'est le résultat de deux trajectoires politiques, d'ailleurs respectables l'une comme l'autre, qui nous amènent à ne pas faire exactement la même analyse du moment où nous nous trouvons, je pense, et à partir de là aussi pas la même analyse des solutions qu'il faut mettre sur la table. Une trajectoire qui, lui, l'a amené à considérer, je vais pas être non plus grossier ou rudimentaire dans mes analyses sur, il en parlera mieux que moi, mais à considérer à un moment que la République était en danger, qu'il fallait constituer une sorte d'arc républicain qui pouvait aller jusqu'aux rives de la droite et imaginer que j'entends comme raisonnement, qui est pas un raisonnement faux dès lors qu'il y a aujourd'hui des tentations, l'extrême droite, les courants religieux. Qu'il s'est rapproché de la droite? Non, mais quand il a théorisé lui-même l'arc républicain, les républicains contre les réactionnaires, il y avait quelque chose autour de ça, et qu'il avait théorisé. C'est de là qu'aussi est partie une forme de malentendu profond avec une partie de la gauche, qui était pas simplement le fait de coups de menton, de désaccords, mais plus intellectuels, plus théorisés, un long papier qu'il avait fait dans la presse hebdomadaire, ce qui avait été écrit auprès de la Fondation Jean Jaurès. On voyait qu'il y avait une évolution politique. Et moi qui ai une trajectoire différente, avec une place que j'accorde à la question sociale au cœur de la République, plus forte que la place qu'il lui accorde. Et on a autour de ça, je l'espère, et j'espère que demain, ça sera à la hauteur, la possibilité d'un beau débat. Et je dis d'un beau débat comme la gauche sait en produire, sans pour autant qu'à la fin, on ait l'impression d'avoir deux personnes qui ressembleraient à la gauche et à la droite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, non mais c'est ça l'enjeu, c'est que ce soit un beau débat. Vous avez déjà déterminé les rôles de chacun, là, apparemment. Il a choisi lui-même son rôle, non? Vous croyez pas? Vous dites c'est lui la droite. Si c'est le contraire, j'aurais du mal à démontrer, à chercher les ressources. Est-ce que vous le dites? Non, mais dans le débat au sein de la gauche, il est la droite, oui. Alors, est-ce que c'est pas aussi quand même la revanche des frondeurs, une sorte de match retour de ce quinquennat? Non, pas pour moi. Martine Aubry qui vous soutient, les anciens frondeurs, vous étiez contre un certain nombre de lois, de la même façon, pendant ce quinquennat. C'est demain, c'est le match. J'ai voté et soutenu plus de lois que je n'en ai combattu. Ce sera utilisé d'ailleurs contre moi. Le simple fait de le dire, c'est dans une partie de la gauche. Donc je me suis parfois abstenu comme parlementaire. Sur certaines lois sur la sécurité, c'est ce qu'il vous reproche. Oui, mais on en parlera demain. Moi, j'assume tous mes votes. Mes votes pour, mes abstentions, mes votes contre. Je les assume comme parlementaire. Je m'expliquerai s'il faut m'expliquer, mais je considère qu'à un moment, les choix des parlementaires, ils sont inspirés par l'idée qu'on se fait de l'état de droit, de la nécessité de mobiliser des moyens dans la lutte contre le terrorisme, de ce que vous disent ceux qui, au sein de l'autorité judiciaire, fabriquent les décisions de justice, les juges, les magistrats, les avocats, les lieux dans lesquels se posent les questions de droits de l'homme comme la CNCDH, institution éminemment respectable. C'est pour ça que moi j'ai voté la loi renseignement, autant j'ai voté l'état d'urgence au départ, je me suis abstenu sur la loi terrorisme et après j'ai voté une prorogation de l'état d'urgence, pas la suivante, parce que justement la loi terrorisme était venue vider l'état d'urgence et que il me semblait qu'on n'avait plus de raison de le faire. Mais il se présente comme le candidat de la crédibilité face au candidat du rêve, le marchand de sable, le marchand d'illusions. Et
sur le revenu universel, par exemple, qui a été une des idées phares du premier tour de la campagne. Il y a un sondage, Harris, pour la chaîne parlementaire. Plus de 60% des Français se montrent hostiles à cette mesure, contre 38% qui sont favorables. Est-ce que vous ne faites pas une campagne qui va plaire à votre électorat aujourd'hui, mais qui, lorsque vous allez vous retrouver face aux Français, finalement va être décalé, peut-être un peu, comme François Fillon a pris ce risque? D'abord, 55% des électeurs de gauche s'y disent favorables dans ce sondage. Donc c'est que cette mesure trouve en tout cas une majorité à gauche, mais pas non plus considérable. Moi, j'ai fait des choix politiques qui sont des choix, on va dire, sur le plan électoral assez risqués. Puisque les sujets que j'ai défendus sont des sujets dont je savais au point de départ qu'ils étaient minoritaires dans l'opinion. Pourquoi ? Parce que on n'a pas forcément aujourd'hui toutes les clés pour anticiper ce que vont être les mutations du travail. Quand je dis on, c'est valable des dirigeants politiques qui prennent connaissance aujourd'hui des nombreuses études qui évoquent cette transformation du travail. Mais est-ce que on va aller vers une forme d'ubérisation généralisée ? Est-ce que non, on maintiendra un bloc salarié fort ? Tout ça, on ne le sait pas. C'est pour ça que vous observerez, et en cela, je romps peut-être avec une tradition de la Ve République, que dans mon projet de revenu universel, j'ai fixé un cap, une cible, mais des étapes, et des étapes qui se nourriront aussi d'un certain nombre de ces évolutions du travail. Quand vous vous êtes rendu compte que vous aviez une chance d'arriver bien placé, il a beaucoup évolué ce revenu universel. Non. Honnêtement, vous verrez que depuis le début, j'ai parlé d'une fusée à plusieurs étages. J'ai écouté beaucoup des critiques. Ça ne change rien à la cible. Si on doit, sur le chemin, apprécier que le revenu universel ne peut pas couvrir, par exemple, tel pan de la sécurité sociale. Je m'explique. Est-ce que le revenu universel couvre les APL? Est-ce qu'il couvre les aides au logement? Est-ce qu'il couvre l'assurance maladie? Non pour les assurances maladie. Les APL, pourquoi pas? On va pas rentrer dans tous les détails techniques. Mais donc du coup, ce que je veux dire, c'est que la portée de ces... oui, mais c'est pour ça que cette mesure, elle passionne et qu'elle s'est invitée dans les dîners de famille le dimanche. Et là où on devrait se réjouir à gauche, c'est d'avoir réussi à refaire de la question sociale et des solidarités un débat de nos dîners le dimanche, là où la question identitaire avait pris une place qui était une place totalement démesurée. Alors, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais je voudrais qu'on revienne sur l'écologie, parce que l'écologie, c'est aussi un de vos marqueurs. Mais quand même, quand vous voyez aujourd'hui que François de Rugy, qui était le candidat écologiste dans les 7 candidats, reconnaît que votre programme est bien là, mais que votre programme économique est irresponsable et que votre 49.3 citoyen pourrait entraîner des blocages de minorités et qui dénonce votre conception ambiguë de la laïcité. C'est pas le cas de Martine Aubry qui m'a rejoint, c'est pas le cas d'Arnaud Montebourg qui lui a fait 17%, c'est pas le cas de bon nombre de personnalités aujourd'hui qui m'ont rejoint. Je note que François de Rugy se tient aujourd'hui à équidistance apparemment, même si il a été très franc avec moi, disons sa proximité sur le plan économique avec Manuel Valls, que je n'ai pas fait semblant de découvrir, et puis sa plus grande proximité avec moi sur les questions écologiques. Il devra hiérarchiser et dire quel type d'écologiste il est. Si la question économique prime sur la question écologique. Moi, je pense aujourd'hui, et c'est peut-être une différence que j'ai avec beaucoup d'autres, que on ne peut plus, sur les questions sociales et environnementales, faire l'un sans l'autre. C'est l'un avec l'autre. Sinon, on court droit à une catastrophe. C'est-à-dire, on est au 11e étage de la tour Montparnasse, disons-le ici. Nous regardons dehors, on voit quoi? Des pollutions atmosphériques dont nous savons que sur les enfants, elles vont provoquer des maladies respiratoires et 50 000 morts par an. 50 000 morts par an. Voilà ce à quoi nous avons affaire. Et c'est lié à nos modes de production. Attendez, on peut changer cela. Mais vous nous faites découvrir ces questions-là, mais enfin, le gouvernement dans lequel vous avez été ministre, il a fait la COP 21 et la loi de transition énergétique de Ségolène Royal. Donc c'est pas comme si on découvrait cette histoire avec vous. Pardonnez-moi, Benoît. Mais je m'en réjouis, mais nous sommes à la fin du quinquennat et seulement aujourd'hui, la décision de fermer Fessenheim a été décidée. Elle a été faite. C'était la promesse de François Hollande. Vous le reconnaissez? Mais soit je reconnais, c'est que nous ne sommes pas engagés comme nous aurions dû le faire suffisamment, donc. Dans ce qui doit être la réduction du mix, en tout cas de la part du nucléaire, dans ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire la part d'électricité produite par le nucléaire. Je pense que c'est une erreur parce que c'est un gisement d'emploi considérable. Les études les plus sérieuses de l'OCDE disent que là où il faut un emploi dans le nucléaire pour produire de l'électricité, pour la même quantité d'électricité fabriquée ou produite par 6 emplois avec les énergies renouvelables. On voit donc qu'on a là quelque chose qui relève d'une transition, une conversion écologique de notre économie. C'est propre et ça crée plus d'emplois. Je trouve que finalement, on a été tolérant. Vous êtes dans une forme de continuité donc de ce qui a été fait. Vous dites qu'il faut aller plus loin.
sur certains aspects, oui, mais je pense qu'en matière de conversion écologique de l'économie, je pense que ce que je propose vis-à-vis d'un modèle productiviste et consumériste qui a quand même fait de la croissance du PIB son alpha et oméga, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. C'est un peu Arnaud Montebourg, c'est un peu ce que voulait Arnaud Montebourg, qui vous soutient. Mais Arnaud, il a fait d'excellentes propositions. Je vais prendre une avec laquelle j'ai d'accord. Non, mais il en a fait la relocalisation des activités en France, ce qui veut donc dire que on favorise les circuits courts, les clients ici et l'emploi, c'est une excellente proposition. Quand là je sors, et on est en plein conflit social de Vivarté, qui est une grande entreprise de distribution, Naf, Koukaï, le chaussure, etc. Ils étaient 21 000 il y a 2 ans, ils vont être probablement 9 000 à raison de cessions, etc., de fonds vautours qui ont pris possession de ce groupe, Made in France pour le coup, avec des entreprises françaises, on pourrait perdre des milliers et des milliers d'emplois. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour se prémunir de ces investissements étrangers qui n'ont d'autre objectif que de faire de la plus-value? Ça, c'était des propositions d'Arnaud Montebourg et que je reprends avec joie à mon compte parce qu'elles vont dans le bon sens. Donc, moi, je suis pas dans comment dire, les excommunications de quelque sorte qu'elles soient. Moi, je vois pas comment on rassemblerait la gauche si je commence à dire que tous les autres, François de Rugy, Sylvia Pinel, Manuel Valls, sont devenus mes adversaires. L'adversaire, c'est Marine Le Pen et François Fillon. Alors, moi, je ne me trompe pas de bataille. La vraie bataille, c'est le 30 janvier au matin. Justement, vous disiez, là, j'ai remis la question sociale à l'agenda et en haut de l'agenda. Est-ce que ça veut dire, dans le fond, et vous l'avez dit, alors que la question identitaire était au cœur des discussions, est-ce que ça veut dire que ces questions d'identité, de peur devant les phénomènes de migration, de communautarisme, sont pas des questions importantes? Et je pose cette question parce que quand on voit l'élection de Donald Trump, quand on voit le Brexit, est-ce que si la gauche nie, une certaine gauche nie ces questions-là, est-ce qu'elle ne fait pas le lit des populismes ? Moi, je pense qu'il ne faut absolument pas mépriser les questions identitaires, et notamment les angoisses identitaires. Je pense qu'il ne faut pas les mépriser, et en même temps, il faut les mettre à leur place. La réalité, c'est que c'est la question sociale qui était devenue invisible. Moi, je lui ai redonné une place qui est liée à nos conditions de travail, le salaire que l'on tire, comment je suis protégé. Sur ces questions-là, sur les autres questions, d'une certaine façon, est-ce que vous n'êtes pas, vous dites, il faut les mettre à leur place, mais est-ce que c'est pas une place essentielle qui conduit à l'élection, de Donald Trump ou au Brexit et peut-être demain à l'élection de l'extrême droite en France? Je pense que sur ces questions-là, il faut par rapport à l'extrême droite et ce que j'appelle la droite totale de François Fillon, propulser un imaginaire puissant, collectif et au cœur duquel il y ait la question sociale, la question de la République laïque, la question de l'égalité fondamentalement, mais aussi celle d'un progrès social. C'est fascinant de voir aujourd'hui que beaucoup de nos compatriotes pensent que leur situation ne s'améliorera pas et que celle de leurs enfants sera pire que celle qu'ils ont connue, alors que notre pays est plus riche, notre pays n'a jamais été aussi éduqué. Tout ne se résume pas à ça, même si c'est fondamental. C'est fondamental. Oui, mais Rotelkreef, c'est ça que vivent les Français. Oui, bien sûr. Quand je travaille avec 1300 € par an, et que je suis père ou mère célibataire, comment je fais? J'ai pas de service public de la petite enfance, j'ai pas de moyens de me payer de vacances. Mais vous ne reconnaissez pas qu'il y a une question culturelle, une question, justement cette question d'identité qui fait que, un certain nombre d'Américains, un certain nombre d'Anglais, un certain nombre d'Autrichiens, un certain nombre d'Allemands, vote pour les populistes, peut-être d'Italiens demain. Mais dire que le problème existe, soit, mais moi j'apporte une réponse. Votre réponse elle est sociale. Non, mais et du coup, Manuel Valls dit, votre rapport à la laïcité, il est ambigu. Mais non, mais je pense que c'est là qu'il se trompe. Le seul, entre lui et moi, qui s'est fait rappeler le droit en matière de laïcité? Manuel Valls ou Benoît Hamon? Le Conseil d'État lui a rappelé le droit sur le burkini. Qui s'est fait rappeler le droit, et en l'occurrence un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur la laïcité? Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, à raison s'il ne trouble pas l'ordre public. Ce sont les présidents d'université au moment de la question de l'interdiction du voile à l'université. Moi, je me sens aujourd'hui parfaitement à l'aise avec le cadre légal, celui du droit, avec lequel nous vivons depuis 1905 et bien avant pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La situation n'a pas changé. Si, au sens où il y a aujourd'hui des groupes qui testent en permanence la République. Et vis-à-vis desquels, je l'ai dit et répété, il faut être intransigeant. Mais si ces menaces existent, qu'elles sont très concrètes, qu'elles réclament une vigilance au jour le jour, elles ne doivent surtout pas nous empêcher de voir autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus frappant que de constater que finalement les lois nous donnent des droits, mais qu'après ces droits on n'en jouit pas véritablement. Et qu'il nous revient donc de voir
comment la République est réelle, effective, palpable, tangible pour celui à qui on dit écoutez, vous n'avez pas le droit d'être écarté d'un logement au motif que vous êtes noir, vous n'avez pas le droit d'être interdite d'un café si vous êtes femme, vous n'avez pas le droit d'être interdit d'un tel emploi si vous êtes homosexuel. Comment est-ce que je me protège? Est-ce que la seule solution que j'ai, c'est d'aller porter plainte, espérer d'avoir une oreille attentive? D'ailleurs, les commissariats ont fait d'énormes progrès dans le sens où aujourd'hui, dans l'accueil de ceux qui sont victimes de discrimination, il me semble qu'il y a du progrès, mais on peut faire beaucoup mieux. Mais je reviens à la question sociale. Vous avez évolué sur le sexisme et les cafés, on n'en parle pas. Non, on en a déjà parlé. Mais non, mais j'ai pas évolué. J'ai absolument. Rotelkref, alors là, pour le coup, je n'ai pas évolué. Je ressens des critiques qui me sont faites. J'écoute que puisqu'on dit ça n'était pas clair. Je clarifie, j'observe que, même si j'ai clarifié 10 fois là où d'autres n'ont jamais rien clarifié leur position, il me faut encore clarifier. Donc je comprends que c'est une opération politique. Cette opération politique, elle a frappé qui? De la part de l'extrême droite, des candidats de droite. Aujourd'hui, je suis l'objet de cette offensive de l'extrême droite. Je regrette qu'elle soit relayée à gauche aujourd'hui, mais je suis à l'aise avec ces questions-là. Et je suis d'autant plus à l'aise que je reviens toujours à dire aussi, mais cette question-là n'éteint pas la question sociale, et il me semble qu'à toujours parler d'identité, des socialistes, des hommes de gauche ont oublié en route la question sociale. Ils en payent le prix dans toutes les élections intermédiaires. Dernière question, Benoît Hamon. Est-ce que si vous gagnez, vous promettez à vos électeurs de rester candidat à la présidentielle jusqu'au bout, c'est-à-dire de ne pas vous retirer pour l'un ou l'autre des candidats qui se réclament un peu de la gauche et qui seraient mieux placés que vous? Écoutez, nous étions il y a 4 mois et on me disait Benoît, vous êtes crédité de 8% dans les intentions de vote, la primaire, Arnaud Montebourg est mieux placé. Est-ce que, au motif que voilà, il faut pouvoir se rassembler, il ne faut pas abandonner. Bon, aujourd'hui, depuis dimanche, était en tête de ces primaires. Je le reçois avec énormément, je vous le dis, à la fois d'humilité et de responsabilité, ce résultat. Et en même temps, ce que nous avons levé là, qui est une force aujourd'hui politique, qui regarde le futur et se contente pas d'essayer de piocher les 3-4 solutions dans l'ordre ancien dont on espère qu'elles fonctionneraient demain alors qu'elles ont échoué hier. Cette force-là, elle me conduira en mai à être candidat à l'élection présidentielle. Je vais vous faire la même réponse. Il y aura un bulletin de vote Benoît Hamon. Si vous êtes élu ce dimanche, il y aura un bulletin de vote. Vous ne vous désisterez pas, vous resterez candidat. Non. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions.